Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Salut mes chers camarades. Bonsoir Elisabeth. Vous êtes 5 ce soir, c'est étrange, on en reparlera tout à l'heure. L'actualité politique française, c'est donc ce baroud d'honneur du Premier ministre François Bayrou qui sollicitera un vote de confiance à l'Assemblée nationale le 8 septembre prochain, après son discours de politique générale, pour une clarification démocratique, un geste salué par son meilleur ennemi, Jean-Luc Mélenchon. Sa réponse me paraît digne. Je veux dire, enfin, on revient à des mœurs républicaines. Donc, il va nous permettre d'exprimer que non, nous n'avons pas confiance, mais dans une forme pacifique et démocratique. Alors, quel que soit le résultat du vote de confiance du 8 septembre prochain, la défiance envers les politiques s'accentue en France. Comment lutter contre le désarroi démocratique? On en débattra ce soir avant de vous retrouver en dernière partie. Marie Bonisseau est votre nouvelle amie et Xavier Mauduit. Alors, Xavier, on commence avec vous. De quoi parlez-vous ce soir? De la célèbre australopithèque Lucie Elisabeth. Elle est en Europe pour la première fois. Elle a quitté l'Éthiopie pour être exposée à Prague. Une chronique tout en bipédie. S'il vous plaît. Et vous, Marie? Mon laboubou. J'ai trouvé un vrai laboubou. Vous savez, ces peluches chinoises que tout le monde s'arrache. Il paraît. Oui, les adultes et les enfants. Attention, les contrefaçons pullulent. Les bouboules. À tout à l'heure. Donc, et pour commencer, place à une femme qui fait la grève, une grève du sexe, reconductible depuis 5 ans. Ce qui nous interroge toutes et tous. Nous recevons Ovidie, autrice de La chair est triste, hélas. Formidable texte qui sera incarné par l'actrice Anna Mouglalis au théâtre en septembre à Paris. Sus à la bite, non à l'impératif de la baisabilité hétérosexuelle imposée. On en parle avec les deux épatantes guerrières. Elles sont là, elles nous intriguent, elles nous fascinent. Anna Mouglalis, Ovidie, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Bonsoir. À partir de ce texte publié en 2023, Ovidie, La chair est triste, hélas, clin d'œil à Mallarmé. Absolument. Voilà. Une pièce de théâtre, enfin un seul en scène, c'est ça? À la rentrée, à l'atelier, dans 15 jours, avec Anna Mouglalis. Pourquoi avoir demandé à Anna Mouglalis d'incarner ce texte dans lequel vous évoquez votre grève du sexe avec un humour décapant et une rage folle, Ovidie? Honnêtement, c'est apparu comme une évidence. Ça a très clairement été le premier nom qu'on a cité avec la directrice du théâtre de l'Atelier. Et déjà, il fallait qu'il y ait une compatibilité militante, je pense, entre nous. C'est une grande comédienne. Et évidemment, tant qu'à faire, autant travailler avec une grande comédienne. Voilà. Et voilà, mais je pense que vraiment la question de la compatibilité politique était quand même vraiment très, très importante. Fondamentale. Et justement, on va en parler après votre profil idéal, votre portrait à toutes les deux réalisé par Gaël Legras. Très bien. Regardez-vous. Anna Mouglalis, à partir du 9 septembre, vous interprétez sur scène un texte d'Ovidie, mise en scène d'Ovidie, dans lequel l'autrice expose les raisons qui l'ont poussée à sortir de l'hétérosexualité et à faire la grève du sexe. Alors, les femmes doivent-elles cesser de faire l'amour aux hommes? Pour répondre à cette question, vous avez toutes deux le profil idéal. Depuis longtemps, vous considérez l'une et l'autre que le sexe est politique. L'éveil du printemps, pièce dans laquelle vous jouez en 1998, Anna Mouglalis abordait peu ou prou le sujet. En l'occurrence, là, la découverte de ce qu'on a pu appeler les pulsions sexuelles dans la psychanalyse, croisement masculin-féminin. Quant à vous, Ovidie, vous avez consacré de nombreuses œuvres à des thèmes qui s'en rapportent. Vous êtes notamment considérée comme une pionnière de ce que l'on appelle le porno féministe. Le porno féministe, c'est une forme de contre-culture. Le porno mainstream, ce sont toujours les hommes qui dominent les femmes. Et c'est comme ça que ça se passe. En 2018, dans un clic du pire, vous dénoncez l'influence délétère des représentations sexuelles qui pèsent essentiellement sur les femmes. On est passé vraiment sans transition d'une interdiction à pratiquer la sexualité à une obligation d'exceller dans le domaine sexuel. Dans votre métier, Anna Mouglalis, vous avez parfois été victime de violences sexistes ou sexuelles. En 2024, vous témoignez devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur ces violences dans le secteur du cinéma. Vous y évoquez notamment cette journée de préparation du film Terminal où vous avez quitté le domicile du psychiatre et scénariste Gérard Miller lorsqu'il vous a proposé une séance d'hypnose en 97. Il y a 2 jeunes femmes, elles ont vécu la même chose chez Gérard Miller, mais elles ont vécu la séance d'hypnose et elles ont vécu les agressions.
Aujourd'hui, vous êtes réunis autour du texte d'Ovidie qui évoque les coïts où l'on a mal avant, pendant, après, les positions inconfortables, les cystites du lendemain, les mycoses, les injonctions sociétales pour être désirables, les hommes violents ou encore leur maladresse pendant les cunilingus, mais aussi la servitude volontaire à laquelle se soumettent les femmes hétérosexuelles avec si peu de plaisir en retour. Et puisque tout cela vous a soudain semblé insupportable, Ovidie, vous écrivez et faites donc dire à Anna Mouglalis, un jour, j'ai arrêté le sexe avec les hommes. Voilà. Et ça, c'est le cœur de ce qu'on verra au Théâtre de l'Atelier. Ovidie, en 20 ans, vous êtes passé du féminisme pro-sexe, sexe émancipateur, à plus de sexe. En d'autres termes, l'hétérosexualité est transactionnelle et aliénante pour les femmes du point de vue sexuel. C'est MeToo qui a opéré ou favorisé un déclenchement? Je pense que MeToo, quand même, a accéléré, je dirais, cette prise de conscience. Après, il faut savoir que le féminisme pro-sexe, historiquement, a toujours été assez proche des mouvements dits no-sexe, on va dire, ou asexuels. Voilà. Donc il y a toujours une proximité. Il y a toujours eu, de fait, une promiscuité. Mais il y a surtout une proximité entre ces deux courants, c'est-à-dire la liberté sexuelle, c'est la liberté de faire l'amour avec qui on veut, mais c'est aussi la liberté de ne pas faire l'amour du tout. Anna Mouglalis, vous avez 47 ans, vous n'avez jamais été aussi magnétique, et au cœur du texte, il y a une notion qui est la date de péremption. Au-delà de 40 ans, quand commence la ménopause, invisibilité, la femme est un yaourt qui perd son eau. Ça vous parle? Ça vous intéresse? Ah oui, ça m'intéresse. Bon, c'est des choses dont, effectivement, on parle souvent entre femmes. C'est une réalité qui est souvent occultée, mais à partir de 45 ans, les rôles au cinéma, alors il y a des petits progrès. Mais ça, c'est pour le cinéma, mais au niveau de, comme dirait Ovidie, de la baisabilité. Oui, alors je ne suis pas complètement dans le marché, mais non, mais c'est une réalité. Il y a eu d'autres témoignages. Je ne suis pas non plus sur les réseaux sociaux, mais il paraît qu'il se passe un truc complètement fou quand on passe de 49 à 50 pendant cette nuit-là. Il se passe quelque chose de fou, puisqu'ensuite, il n'y a plus de visites sur les comptes de femmes de 50 ans. Donc, ne parlons pas de celle de 60. Benjamin. Et pour vous, Ovidie, l'hétérosexualité n'a rien de gratuit et n'est pas égalitaire. Et pourquoi donc? Est-ce que l'homosexualité n'aurait pas cet art? Non, je ne crois pas. Enfin, je pense que là, on est sur encore autre chose. Là, vraiment, ce qui est condamné dans le livre et dans la pièce, c'est l'hétérosexualité en tant que système. Ce n'est pas juste le fait de coucher ou de désirer avec des hommes. Finalement, la question du désir vis-à-vis des hommes n'est pas complètement réglée, même pour moi. Alors que ça fait quelques années quand même que je suis dans cette démarche de grève. C'est pas l'hétérosexualité en tant que telle, en tant que pratique sexuelle, en tant que désir, en tant que faire couple qui est condamné. Ce qui est condamné, c'est ce système-là, qui est un système complètement fondamentalement inégalitaire, dans lequel la plupart des femmes sont plutôt perdantes. Et ça va au-delà, c'est-à-dire la question de la désirabilité, par exemple le fait de rester jeune, de rester mince, etc., ça fait partie du package, entre guillemets, de cette hétérosexualité. Moi, c'est ça qui m'a fatiguée. Ce qui m'a fatiguée, c'est m'épiler tous les mois. Ce qui m'a fatiguée, c'est faire des peelings qui me brûlent la peau. C'est tout ce temps, tout cet investissement. Moi, c'est tout ça que j'ai voulu quitter, en fin de compte. C'est vrai que c'est un système politique. L'hétérosexualité, ça a été dit aussi par Monique Wittig, mais c'est un vrai système politique et un système de domination. Et bien justement, Monique Wittig, romancière lesbienne, théoricienne, militante, qui a écrit Le Poponax et puis Les Guerrières, on va en parler puisque vous chantez, vous rendez hommage à des textes de Monique Wittig à travers un groupe de punk rock dans lequel vous faites de l'incantation. On en parle avec vous, Anna, et avec vous, Anna. Je me perds. Oui, Anna. Oui, vous faites partie de ce groupe punk féministe qui s'appelle Draga. C'est un collectif de femmes, d'artistes, de performeuses féministes radicales, toutes réunies autour de ce roman Guerrières, donc de Monique Wittig, on vient d'en parler, militante féministe, lesbienne, philosophe par ailleurs. Et ce texte, il date de 1969 et il décrit justement cette vie en communauté de femmes qui sont unies contre le patriarcat. Et vous, donc avec les autres artistes, vous avez décidé de le mettre en musique dans un album avec des titres très évocateurs, Cracher sur le phallus, Clitoris, Tes tripes au soleil. On va d'ailleurs vous entendre chanter pendant quelques secondes dans Guerrières. Les perturbations, les querelles, les agitations, les turbulences, les déflagrations, le chaos, l'anarchie. Alors vous chantez parler beaucoup et puis on entend, ça crie quand même un petit peu. Alors est-ce que ça, Anna Mouglalis, eh bien, ça vous permet d'exorciser le patriarcat, mais surtout est-ce que ça fait vraiment avancer concrètement le combat contre ce patriarcat?
En tout cas, c'est une parole nécessaire d'une grande puissance comme le texte d'Ovidie. Et ce sont des textes qui permettent vraiment la rencontre. On ne va pas abattre le patriarcat grâce à un album ou un spectacle. En revanche, cette armée de guerrières, comme les nomme Wittig, je pense que ce sont elles qui viendront nous voir aussi au théâtre. Sacrée communauté. Alors, la sororité existe. Il y a eu, au moment du concert, on n'a pas encore commencé à jouer, mais je commence à voir. Mais il y a vraiment, il y a des femmes en larmes, il y a de vraies rencontres. Ovidie, des hommes qui liraient La chair est triste, hélas, par curiosité, intérêt, pourraient se dire, mais en fait, elle est misandre. Ou certains plus suspicieux ou plus désagréables pourraient dire, oui, bon, fallait mal baiser, quoi. D'où cette grève du sexe. Et vous avez une réponse à ça. C'est bien pour ça. C'est bien pour ça que j'ai arrêté. Mais en fin de compte, non, mais c'est vrai, c'est quand même intéressant, ça, comme insulte, mal baisé, mais c'est plutôt les personnes qui nous mal baisent qui devraient raser les murs, c'est pas nous, en fin de compte. Donc, bien sûr que je suis mal baisée. Mais, vous le fûtes, puisque vous ne l'êtes plus. Ouais, exactement, là, maintenant, j'ai raccroché les gants. Fermé la boutique. Mais j'ai fermé la boutique. Bon, et puis je la rouvrirai peut-être au moment de la ménopause, justement. C'est-à-dire, pour le moment, la société estime que je peux encore servir. Et puis, une fois que la société estimera que voilà, je suis censée me ranger des voitures... Par esprit de contradiction. Par esprit de contradiction. Oui. Benjamin. Anna Mouglalis. C'est comme ça. En même temps, est-ce que vous êtes optimiste sur la nouvelle génération, dont on dit qu'elle est peut-être plus attentive, les jeunes garçons notamment, aux femmes? Les jeunes femmes. Les jeunes femmes. Elles sont bien plus attentives, sont dans une curiosité. Les rayons d'essais féministes fleurissent dans un peu toutes les librairies. En revanche, on sait par des études récentes qui ont été menées que chez les garçons, il y a un mouvement inverse. C'est-à-dire que la réponse à ce féminisme pour des toutes jeunes filles, c'est des mouvements masculinistes. Oui, virilistes. Voilà, mais qui sont... on n'en parlait pas jusqu'à il n'y a pas longtemps. Bon, c'est encore une fois grâce à la culture aussi qu'on a vu. Il y a eu cette série... Adolescence. Voilà. La série anglaise, Adolescence. Et bon, puis voilà, plein de voix qui s'élèvent, qui viennent dénoncer ça. Mais contrairement en plus aux féministes, eux, il n'y a pas différents mouvements qui se tirent dans les pattes. Ils sont tous unis. Ovidie, une dernière chose. Vous aimez les hommes, mais avec quelque chose de fraternel, la notion d'affection, de tendresse. Moi, j'aime bien les hommes à partir du moment où il n'est plus question de séduction, ni de sexualité, ni quoi que ce soit. Moi, j'arrive à croire en l'amitié. J'arrive à croire en la possibilité de partager des luttes, de partager, je sais pas, de l'art, de partager des choses avec eux. Ouais, franchement, moi, j'ai aucun problème avec les hommes tant qu'ils ne veulent pas coucher avec moi. Voilà. Les choses sont dites. Et ce sera au théâtre de l'Atelier, à partir du 9 septembre à Paris et à Lyon. Je crois que vous allez les jouer à Lyon, Anna Mouglalis. Oui, on va jouer au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon. Au Théâtre de la Croix-Rousse, fin novembre, mise en scène par Ovidie dans son texte « La chair est triste, hélas », que voici en version poche, avec un point levé. Merci à toutes les deux d'être venues dans 28 minutes. On passe à notre débat sur la défiance des Français envers leurs représentants politiques, historiquement haute. La faute à ce personnel politique ou au mode de scrutin. Le vote de confiance sollicité par François Bayrou le 8 septembre prochain devant l'Assemblée nationale marquera-t-il un premier pas vers la clarification, le dialogue, la fin du désarroi démocratique, comme on dit. On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Lui ou le chaos? C'est grave. Je peux pas le dire mieux. Pour faire accepter son plan d'économie de 44 milliards d'euros, François Bayrou joue à qui tout double. Il sollicitera un vote de confiance à l'Assemblée nationale le 8 septembre. J'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement dans un débat ordonné, suivi d'un vote, et non pas dans le désordre des affrontements de rue et des injures. Le pari s'annonce risqué. Le RN et toute la gauche, de LFI au PS, ont déjà déclaré qu'ils voteraient contre. Aujourd'hui, on a un Premier ministre qui est buté, borné, arrogant, et donc je ne vois pas comment nous pourrions voter la confiance. François Bayrou tente une ultime manœuvre, il rencontrera un ultime échec. Une chute annoncée, honorable, estime le leader de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon salue l'acte démocratique de François Bayrou pour mieux tacler Emmanuel Macron, accusé de confisquer le pouvoir. Sa réponse me paraît digne.
Je veux dire, enfin, on revient à des mœurs républicaines qui va nous permettre d'exprimer que non, nous n'avons pas confiance, mais dans une forme pacifique et démocratique. Ce vote du 8 septembre intervient dans un contexte de défiance entre les Français et leurs élus. Des contestataires anonymes de tous bords appellent même sur les réseaux sociaux à se soulever et à mettre la France à l'arrêt le 10 septembre. Le 10 septembre, ensemble, bloquons tout. Alors va-t-on assister à un retour des Gilets jaunes? Pourquoi la démocratie française est-elle en crise? Référendum, convention citoyenne ou destitution d'Emmanuel Macron? Comment redonner confiance aux Français? Nos trois invités pour ce débat, François Boulot, bonsoir, ancien avocat, ancien porte-parole des Gilets jaunes. Selon vous, la situation politique actuelle de la France reflète un grand désarroi démocratique. Aujourd'hui, la démission d'Emmanuel Macron s'impose. À côté de vous, Pierre-Henri Tavoyot, bonsoir. Bonsoir. Philosophe, maître de conférences à l'Université de la Sorbonne. Dernier essai paru cette année, Voulons-nous encore vivre ensemble, aux éditions Odile Jacob. Selon vous, le cœur de la crise démocratique n'est pas la crise de la représentation, mais celle de l'incapacité à agir. Le mouvement Bloquons tout est foncièrement irresponsable. Et à côté de vous, Aurore Malval, grand reporter au service politique de Marianne. Selon vous, Bloquons tout intervient dans un moment de malaise des classes populaires et de paupérisation à la fois financière et psychologique des classes moyennes. Il faut se mettre à écouter les Français. Et le mot du jour, c'est clarification. Oui. Benjamin. Un mot et une nécessité, selon François Bayrou, qui en a fait un étendard hier pendant sa conférence de presse. C'est un moment d'hésitation et de trouble qui impose une clarification. Et il y a un lieu pour cette clarification, c'est le Parlement, a dit le Premier ministre, pour justifier le vote de confiance. Donc il demande à l'Assemblée nationale le 8 septembre prochain. Pierre-Henri Tavoyot, c'est une décision que vous saluez, celle de François Bayrou, de rendre la parole à l'Assemblée, donc aux Français. L'Assemblée a la parole, mais je pense qu'il y a un point particulier, c'est ça que j'ai apprécié dans l'intervention de François Bayrou, c'est qu'on a du mal en France à se mettre d'accord, pas simplement sur les mesures, mais sur le diagnostic de la situation. Bon, le diagnostic, il est aujourd'hui vraiment tragique, vraiment d'une tragédie absolue. C'est-à-dire que la France, avec son endettement, est en train de perdre sa souveraineté, mais pas dans 10 ans, dans quelques mois. Donc le sens du 49-1, donc ce vote de confiance, c'est tel qu'il l'a présenté, c'est pas de dire approuver mes mesures, c'est pas de dire approuver ma politique, c'est de dire, et je trouve que c'est très intelligent, approuver le diagnostic de la gravité de la situation. Voilà. Alors on verra après comment les gens l'interprètent. Les partis peuvent l'interpréter de manière différente. On dit on ne va pas donner comme ça carte blanche à quelqu'un. Mais je trouve que de dire, attendez, vous pouvez être en désaccord avec les mesures, mais accordons-nous au moins sur le caractère dramatique du diagnostic, je trouve que c'est très intelligent. François Boulot, sur le diagnostic, en effet, c'est ça que demande le Premier ministre. Il dit KO responsabilité, c'est de valider son diagnostic. Sur le diagnostic, en fait, je crois que tout le monde est d'accord. Et je ne voudrais même pas me faire le porte-parole des partis d'opposition. Tout le monde voit bien que la situation elle est extrêmement préoccupante, qu'il y a un déficit, effectivement, qui est abyssal. Mais en fait, la première observation qu'on a envie de faire, c'est qui est responsable. C'est quand même Emmanuel Macron qui dirige le pays depuis 8 ans. Il a même déjà participé au gouvernement de François Hollande en tant que ministre de l'économie. Donc je veux dire, si on en est là, il y a des responsables. Et en fait, le problème de François Bayrou, c'est qu'il veut continuer à appliquer la même logique, la même politique économique et la politique de l'offre, où on inonde massivement les entreprises d'aide publique, on pratique de l'austérité, et puis on attend que magiquement tout cela ruisselle et produise de la croissance. Il y a un échec, il est établi, et ce qui est fou, c'est que les gens qui gouvernent voudraient nous dire soyez d'accord avec nous sur le diagnostic, mais aussi sur nos solutions. Ah non, en fait, il faut changer de politique parce que sinon ça va produire les mêmes effets. Or, Malval, le vote de confiance du 8 septembre, est-ce qu'il peut être vraiment perçu comme un vote démocratique au moment où seulement 28% des Français, on va le voir, estiment que la démocratie fonctionne bien? C'était une étude du CEVIPOF de janvier dernier. Eh bien non, je ne pense pas, parce qu'en fait, alors déjà François Bayrou, ce vote, même s'il pouvait être louable de présenter effectivement devant l'Assemblée un débat sur les grandes masses, les orientations, est-ce qu'on est d'accord sur le constat, il arrive bien tard, il arrive après déjà un plan, quand même des pistes très concrètes d'économie qui ont été avancées et qui ont
hérisser les Français. Et en plus, il revêt, je trouve, une dimension très personnelle par rapport à François Bayrou qui est impossible de l'éviter. On n'a pas l'impression que François Bayrou propose un débat pour le peuple et pour la France. On a aussi l'impression qu'il propose un débat pour lui, pour se sauver, pour partir, je dirais, être maître de son destin, ne pas se voir imposer une censure vers laquelle il courait. Et généralement, quand on soigne à ce point sa sortie, c'est qu'on prévoit derrière une rentrée. C'est-à-dire qu'il part en martyr pour préparer la présidentielle, c'est évidemment, ça mais oui, vous avez quand même une dimension sacrificielle. Mais totalement, et ça rentre à la fois dans le logiciel, je dirais un petit peu démocrate chrétien aussi de François Bayrou, cette croisade contre la dette qu'il mène depuis le début de sa vie politique. Et là, il dit, bah voilà, je serai l'homme de la vérité. Vous n'en voulez pas, je m'en vais. Il n'est pas d'accord, votre voisin. Non, je trouve que c'est vraiment pardon, c'est du commentaire de journaliste. Non, je trouve qu'on l'a vraiment. Vous êtes les deux symptômes de cette affaire. La gravité de la situation est niée. C'est juste dire, s'il y a des intentions politiques d'un côté, de l'autre côté, vous dites qu'il y a un consensus sur la dette, mais pas du tout. Il n'y a pas de consensus sur la dette, puisque chacun dit... Alors, oui, il y a une dette, mais c'est pas nous, mais c'est les autres, c'est les politiques, etc. Nous avons tous été nourris par cet endettement. Cet endettement fait fonctionner la France depuis plus de 30 ans. C'est ça, la réalité. Et ce n'est pas quelques responsables qui sont là, ce sont des majorités politiques qui se sont suivies, ce sont nous, autres citoyens français, qui sommes responsables. Juste au-delà de la dette, comment est-ce qu'on recrée du lien entre la classe politique et les Français? Ça a l'air anecdotique, mais peut-être pas. Non, François Bayrou a essayé de communiquer en direct à travers une chaîne YouTube cet été. Apparemment, ça a été un échec. Mais qu'est-ce que ça dit? C'est de la communication. La seule manière en démocratie de retrouver du lien, c'est de passer par l'élection. Donc là, il y a une tentative de dire, avant l'élection, essayons de se mettre d'accord sur le diagnostic. C'est quand même fou en France. Sur des questions qui sont en fait assez simples, les retraites, l'endettement, personne n'arrive à se mettre d'accord. Ce sont des chiffres, ce sont des nombres. Nous avons 2500 milliards d'euros de dettes. 3400, j'en oublie quelques. Oui, nous, le diagnostic, on le connaît. Oui, mais le débat n'est pas sur les solutions par rapport à l'endettement. Et cette situation est une situation qui est absolument sidérante. Vous parlez de repasser devant les Français, François Boulot, mais les Français, c'est-à-dire directement l'élection présidentielle pour vous ou pas? Si vous voulez, ce qui brise en partie le lien de confiance, c'est que les gens se disent, mais bon sang, où va notre argent? On est l'un des pays effectivement les plus taxés au monde. Sauf que les gens constatent qu'en contrepartie, les services publics sont en train de s'effondrer. Les hôpitaux, la santé, les hôpitaux, l'école, la justice, etc. Donc, il faut plus de moyens. Et donc, ils se disent... plus de moyens, donc, plus de dettes. Mais je ne vous ai pas interrompu. Mais si, je vous interromps parce que c'est de la contradiction. Non, c'est pas la contradiction. Si vous voulez, pourquoi il y a de l'endettement? Parce qu'en fait, il y a une politique particulière économique qui a consisté à... Néolibérale, peut-être. à faire des cadeaux fiscaux aux plus riches. Et du coup... Ça a créé un manque de recettes. Et donc, pour recréer le lien de confiance, l'un des premiers objectifs ou premières mesures qu'il faut faire, c'est rétablir de la justice, de l'équité. En fait, on pourrait demander aux Français, à la classe moyenne au sens large, de faire des efforts. Mais si vous ne demandez pas aux plus riches, à ceux qui sont tout là-haut d'en faire, vous ne pouvez pas entraîner la société. Les moyens démocratiques. C'est quoi les moyens démocratiques, justement, pour créer au-delà des considérations économiques et factuelles? En fait, les moyens démocratiques, c'est effectivement d'écouter les Français lorsqu'ils se rendent aux urnes. On a vu quand même l'an dernier, l'été dernier, on était là autour de ces tables pour commenter justement la dissolution et les élections législatives qui avaient suivi. Et les Français qui ont voté, qui se sont déplacés quand même très nombreux, le taux de participation était important pour ces élections. 70%. Je pense que les 2/3 d'entre eux, que ce soit ceux qui ont voté pour la gauche ou pour le Rassemblement national, n'ont pas eu l'impression d'avoir été entendus, puisque effectivement on remet en place les mêmes mécanismes. La politique n'est quasiment pas amendée. Et on dit un petit peu aux Français, ah bah dis donc, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous êtes vraiment des Gaulois réfractaires et vous n'avez rien compris. Donc il faut quand même, lorsque les Français s'expriment, il faut les entendre. Et on voit d'ailleurs à travers, je repensais à la question de cette pétition contre la loi du plomb. 2 millions 100 000 de signatures. C'est beaucoup plus que le corps électoral des gens sensibles aux questions écologiques, de LV évidemment, mais même au-delà de la gauche. Ça veut dire qu'il y a une appétence pour la démocratie directe, pour pouvoir... Les gens ont envie de reprendre un petit peu le fil de leur vie et le contrôle, tout à fait. Aurore Malloy, vous avez parlé de dissolution, vous avez prononcé le mot, c'est une option possible, y compris au sein même du camp présidentiel. Écoutez Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Il est certain que lorsqu'il y a un conflit extrêmement important entre le pouvoir législatif, l'Assemblée nationale et l'exécutif,
eh bien, le général de Gaulle et puis la République avant a imaginé la dissolution pour trancher le nœud gordien. La dissolution coûte cher à la France, bien sûr, mais il ne faut pas écarter cette hypothèse. Pierre-Henri Toivoyot, est-ce que ce n'est pas la bonne solution, finalement ? En démocratie, il y a des procédures à respecter. Donc effectivement, la première étape, c'est cette étape du 49-1. On demande la confiance du Parlement. Voilà, respectons la représentation telle qu'elle est actuellement. Il est très probable, si la confiance n'est pas votée, ce n'est pas une censure, mais si la confiance n'est pas votée, que le gouvernement démissionne. Et on voit mal dans cette perspective un autre Premier ministre avec une très improbable minorité d'actions qui se dévoient. Donc à partir de là, il y a deux voies qui s'offrent au président. Une voie qui est celle de la dissolution et une voie qui est celle d'un possible référendum sur ces questions, par exemple d'endettement et de budget. Certains parlent de sa démission aussi, Pierre-Henri Toivoyot. Et la troisième hypothèse, mais la démission, là, j'entends bien les appels d'Emmanuel Macron, et j'entends bien les appels toujours intéressés à la démission pour prendre la place. C'est le dégagisme. Le dégagisme, c'est pour prendre la place. C'est pas de dégager tous les politiques, c'est pour prendre la place. Cette question-là est pas du tout sur le plan des institutions, dans l'esprit des institutions. Et par ailleurs, c'est un risque, là, pour le coup, de chaos et de crise institutionnelle qui est en effet très grave. François Boulot, cette situation de blocage, est-ce que c'est pas non plus le signe de la fin, peut-être, de la Ve République? Est-ce qu'il ne faut pas imaginer autre chose? Déjà, je voudrais rejoindre l'analyse de Marcel Gauchet, qui disait qu'en fait, depuis 2005, ou plutôt depuis 2008, on est sorti de la Ve République, en tout cas dans son esprit. Parce que le vote du référendum de 2005 avait été nié par le traité de Lisbonne en 2008, et ça a créé une cassure. Une défiance, vous pensez que la défiance originelle vient de 2005 et de ce... Absolument, parce qu'à ce moment-là, la classe dirigeante, en gros, a envoyé le message au peuple français de dire on va gouverner sans vous, et voire peut-être même contre vous. Et effectivement, je rejoins Aurore Malval quand elle indique que le résultat des élections de l'année dernière ont été niés. Parce que, certes, on arrive avec une assemblée qui est divisée, un tiers. Donc, on n'a pas de majorité qui se dégage pour une alternative. Mais est-ce que la dissolution, c'est pas... Pour répondre à ce que dit François Bayrou, c'est le chaos. Il dit la suite, c'est le chaos. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je dis simplement que les Français, c'est ce que j'allais dire, on dit très clairement, majoritairement, on ne veut plus de cette politique-là. On en veut une autre. Et Macron, il a dit, moi, j'écoute pas, je continue comme j'ai toujours fait. On a compris que Macron, c'est quelqu'un d'inflexible et il ne va pas changer de logiciel politique à 1 an et demi de la fin de son mandat. Donc la démission, moi, je dis, effectivement, ce n'est pas la solution. C'est un point de départ, on va gagner du temps. Et on va pouvoir à nouveau remettre en fait les sujets sur la table et discuter. Et en fait, il faudrait une vraie campagne électorale et qu'on puisse à nouveau trancher les sujets de fond pour changer de politique, parce que ça, c'est la volonté majoritaire aujourd'hui qui est exprimée dans les urnes. Vous allez réagir dans un instant, mais pour vous soumettre du grain à moudre, on se concentre sur le référendum. Est-ce que ça peut être un outil pour réparer la démocratie? Une archive qui remonte, vous vous en doutez évidemment, à 1969. C'est ce qu'avait choisi le général de Gaulle. On est en avril. Votre réponse va engager le destin de la France parce que si je suis désavoué par une majorité d'entre vous solennellement sur ce sujet capital, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Laurent Malval, c'est la solution aujourd'hui qui doit se présenter au président de la République? Alors, c'est compliqué parce que dans les textes, dans la Ve République, effectivement, la souveraineté s'exprime par ses représentants et par la voie du référendum. Donc, revenir au général de Gaulle, ça a toujours été un petit peu l'aspiration. D'ailleurs, on l'a vu, Emmanuel Macron, lorsqu'il a senti quand même ces derniers mois qu'il fallait faire quelque chose, revenait en disant, voilà, je vais proposer un réferdum. Ça va tellement vite qu'on a oublié, mais il y a quelques mois, on se demandait sur quel sujet va-t-on faire un référendum. C'était la retraite, le budget. Exactement. Mais en fait, sur les retraites, ça aurait été une bonne idée, mais c'est trop tard. C'était il y a 2 ans, lorsque justement ça s'était présenté. Le budget, le problème, c'est que le budget, c'est quand même une compétence du Parlement. C'est un petit peu sa prérogative, et ça me semble compliqué de trouver la question. De poser oui, non, la question. Exactement. Sans simplifier. Si on demande aux Français, êtes-vous d'accord sur le diagnostic? Il y a effectivement de grandes chances qu'ils répondent effectivement oui, mais sur les solutions, encore une fois, on revient sur cette exigence de justice fiscale qui est au fondement même d'ailleurs du pacte social de la République française depuis la Révolution. Donc effectivement, c'est une question trop... Pierre-Henri, sur le référendum, quel meilleur moyen
que de donner la parole aux Français, que de leur donner On est dans des institutions où le référendum est très encadré. Et c'est une difficulté. C'était très probablement, avant de faire un référendum, il faut déjà faire une modification de la Constitution pour le permettre. Tout dépend les questions qui seront posées, mais le référendum est très encadré et probablement trop encadré pour le moment. Et donc il y a toute une série de propositions qui sont les référendums qui étaient dans l'air du temps, c'était sur la question migratoire, mais quelles questions poser? C'était sur l'immigration, c'était sur les retraites. Moi, je serais favorable à des référendums qui sont des questions ouvertes. Par exemple, sur la retraite, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que c'est baisser les pensions, augmenter la durée ou une retraite à points? Voilà, il y a trois scénarios. C'est des dilemmes. C'est très ouvert. Vous voulez payer moins ou travailler plus? Honnêtement, c'est ça la responsabilité. C'est ça la question de la responsabilité. Mais non, vous regardez. Par exemple, sur l'endettement, il faut être clair. L'endettement, il y a deux manières quand on est endetté. C'est de faire des économies et d'augmenter les ressources. Moi, j'en ai une autre qui règle le problème de l'endettement et le problème des retraites. Et je ne dis pas que c'est facile, mais c'est un objectif qui est complètement sorti des radars, c'est de réduire le chômage. En fait, si vous avez plus de gens qui travaillent, si vous produisez plus de richesses, vous avez plus de cotisations, vos comptes reviennent à l'équilibre et vos retraites, vous avez pas de chômage. Ça demande est-ce que le référendum à vos faveurs, justement, puisqu'on s'interroge sur le lien de confiance, est-ce que c'est quelque chose qui est à vos faveurs, le référendum? Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il est encore possible maintenant, dans les circonstances actuelles? Moi, vous savez, je suis issu d'un mouvement, les Gilets jaunes, qui défendait le référendum d'initiative citoyenne. Alors. Je ne vais pas vous dire le contraire. Et effectivement, c'est l'idée. Quelle était l'idée derrière ça? C'est pour les gens, vu le résultat dans lequel on est aujourd'hui, on n'a plus confiance dans ces gens. On va faire nous-mêmes, en fait, ce que les dirigeants n'ont pas été capables de faire. Et donc, pouvoir se réexprimer de temps en temps, pour pouvoir dire maintenant, ça suffit. Là, on donne ce cap-là, et maintenant, vous vous y tenez. Oui, effectivement. Donc, vous dites plutôt référendum que démission d'Emmanuel Macron, si on vous entend bien. Là, ce serait plus utile. Ou pas? Le problème, c'est que le référendum d'initiative citoyenne, Emmanuel Macron, il l'a refusé. Donc, c'est pas lui qui va le donner. Et après, la démission d'Emmanuel Macron, pour moi, elle est dans la logique de la Ve République. Le général de Gaulle, qu'on a entendu, n'aurait jamais accepté d'être un président minoritaire. Et face simplement au résultat des élections législatives, il aurait démissionné. Pour lui, c'était inconcevable de présider le pays sans être majoritaire dans le pays. François Boulot, vous étiez le représentant des Gilets jaunes en 2018, un des représentants des Gilets jaunes. Là, le 10 septembre, il va y avoir ce mouvement qui semble assez hétérogène, qui s'appelle Bloquons tout. Est-ce que c'est un moyen, encore une fois, de restaurer une confiance, de lutter contre le désarroi démocratique, de remettre le contrôle au cœur de la vie des Français, enfin en tout cas de ceux qui vont tenter de bloquer tout? Bien sûr. Pourquoi? Pourquoi on a ce mouvement? Parce que les gens ils font des pétitions, ça ne sert pas à grand-chose. Ils manifestent, ça ne sert à rien. Il y a 2 ans, le mouvement sur la réforme des retraites est passé alors qu'il y avait 90% de la population active qui était contre la réforme des retraites. Les Gilets jaunes, les manifestations, je vous rappelle qu'il y a eu des éborgnés, des mutilés. Donc voilà ce que ça a donné. Et quand ils votent, on n'écoute pas le vote. Donc pétition, manifestation et élection, tout ça, ça ne sert à rien. Alors ils cherchent désespérément des moyens de se mobiliser et ils essaient de fédérer au moins sur ce qui fait consensus, en tout cas majoritaire dans la population, la colère, le refus de cette politique. Alors, on évoque avec vous, Anna, ce qui semble à l'origine de ce mouvement qui semble hétérogène. Oui, a priori, il y a plusieurs collectifs qui se cachent derrière ce mouvement Bloquons tout et qui sont nés sur les réseaux sociaux. Le premier, c'est le collectif Les Essentiels, qui est censé représenter tous les travailleurs essentiels à la vie du pays. Alors leur mouvement à eux, il a pris de l'ampleur le 14 juillet, juste après le discours notamment de François Bayrou, avec 7 vidéos TikTok qui a été vue plus de 600 000 fois. Le message était très clair, c'est un peu ce que vous avez dit, fini les pétitions, les manifestations, les discussions. Il faut mettre le pays à l'arrêt avec une sorte de grand blackout citoyen. Alors on ne sait pas précisément qui se cache derrière ce compte TikTok, derrière le site internet, derrière le canal Telegram qui rassemble à peu près 300 abonnés. Mais ce qu'on sait, c'est que quand on regarde les contenus, la mouvance, elle est plutôt souverainiste, anti-Europe et pro-valeurs chrétiennes. Ensuite, il y a eu d'autres groupes qui se sont greffés à ce mouvement, comme le collectif Indignons-nous qu'on voit ici. Eux portent aujourd'hui vraiment le mot d'ordre « Bloquons tout ». Ils sont présents pareil sur tous les réseaux sociaux, 8000 abonnés à peu près sur X, et ils s'attaquent directement au budget de François Bayrou, notamment la suppression des 2 jours fériés et le non-remplacement des fonctionnaires, entre autres. Et puis, il y a d'anciens groupes, là, des Gilets jaunes, qui ont réactivé leur communauté, justement, pour se greffer à ce blocage du pays le 10 septembre prochain. La différence avec les Gilets jaunes de 2018, c'est que là, les Français ne sont pas appelés à bloquer des ronds-points ou l'espace public, mais ils sont vraiment appelés à bloquer le pays depuis chez eux, par exemple en arrêtant de consommer ou en stoppant leurs transactions bancaires. Donc, Aurore Malval, est-ce que vous pensez que c'est ça la seule différence entre le mouvement des Gilets jaunes de 2018 et ces nouveaux mouvements citoyens? Et surtout, est-ce qu'il faut s'en inquiéter?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs différences, notamment le contexte n'est pas le même. On est dans une période, je dirais, de plus grande incertitude économique aujourd'hui. Et d'ailleurs, on nous répète que la situation est très grave, etc. Les Gilets jaunes, en 2018, on est paradoxalement dans une situation où le chômage s'améliore, une situation économique où, en tout cas, je pense que les gens ont moins peur aujourd'hui, où ils ont à la fois peur et où ils sont en colère. Ensuite, en même temps, on leur annonce évidemment une crise austère. Tout à fait. Et en même temps, je pense que c'est très intéressant les nouveaux moyens d'action et qui correspondent aussi à ce qu'ils ont vécu depuis quelques années. Il y a cette idée de faire un petit peu sécession du pays, de se retrancher, une sorte de confinement choisi après celui justement du Covid qui a aussi laissé des traces et de dire eh bien sans nous il n'y a pas de société. Et on voit comme ça, je dirais que la société française un petit peu s'archipéliser, se morceler. Et c'est aussi une différence avec la mouvement des Gilets jaunes. Pierre-Henri Tavoyot secoue la tête. Oui. Non, parce que ça n'a rien de nouveau. C'est les Indignados en Espagne ont lancé ce mouvement, les indignés. C'est un mouvement qui existe depuis longtemps. Moi, je suis très surpris. Vous dites, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas combien. Et donc, il faudrait changer tout à partir d'une représentation qu'on ne connaît pas. Les gens, les intentions derrière. Il y a le truc, la clarification. C'est nébuleux, vous diriez, comme disent des syndicats, notamment. Oui, c'est une nébuleuse. Donc, il faut être aussi très prudent. Il faut aussi être très prudent parce qu'on sait dans l'espace public aujourd'hui qu'il y a aussi des interventions étrangères sur cette affaire. Je ne veux pas être parano ici dans cette logique, mais c'est une dimension qu'il ne faut pas du tout négliger, les comptes à l'étranger. Donc il faut être extrêmement prudent et en effet, la clarification, la seule en démocratie, elle vient des urnes. Là, les choses sont... François Boulot, vous êtes prudent aussi par rapport à ce mouvement, vous y adhérez spontanément? Moi, spontanément, j'y adhère parce que je retrouve l'esprit des Gilets jaunes. Donc ça, c'est clair. Maintenant, je suis d'accord. Pour l'instant, c'est plutôt nébuleux. En fait, c'est comme pour les Gilets jaunes au début, avant la première journée. En fait, vous avez des bulles de contestation qui se forment. Vous avez des petits collectifs ici ou là. Tout ça est un peu disparate. Et à un moment donné, ça va prendre ou ça ne va pas prendre le 10 septembre. Mais c'est pour ça que pour l'instant... Ça se politise, en plus. Voilà. Mais ce que disait Pierre-Henri Tavoyot, il rejouait la légitimité des urnes contre la légitimité de la rue. Là, je suis désolé. Quand vous avez des gens qui disent non à cette politique, ils ont la légitimité de l'opinion publique, c'est les sondages, mais ils ont aussi la légitimité des élections de l'année dernière. Merci d'être venu évoquer le désarroi démocratique qui nous étreint tous. Merci encore. On va rester dans l'actualité, mais vu par les poilants et pédagogues Xavier Maudieu et Marie Bonisseau, la vénérable Lucie, l'australopithèque vieille de plus de 3 millions d'années qui avait été découverte par Yves Coppens et Maurice Taïeb est exposée en Europe, enfin. Et le soft power chinois en pluche, la folie autour des labubus, laboubous, ces espèces de petits monstres à 9 dents. Bon, mais d'abord, le mot vedette du jour repéré par Thibault Noll, c'est drop-off en anglais. Enfin, ou plutôt en français, largage de ballots de cocaïne dans la mer, c'est entendu. Première interception d'un drop-off. Cette technique drop-off. C'est ce qu'on appelle le drop-off. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Drop-off du vieil anglais dropian, tombé en petite quantité, et off, loin d'eux au XIIIe siècle, traduisible par livraison ou largage, désigne en jargon narco la méthode consistant à larguer sa drogue en mer avant récupération par d'autres. En juin, une note de police signalait une évolution de la technique du drop-off. Depuis plusieurs années, les côtes françaises, de la Bretagne aux Hauts-de-France en passant par le Cotentin, sont régulièrement constellées de ballots de cocaïne échoués, résultat de drop-off foirés à cause de la météo, d'avaries ou de l'incompétence de dealers neuneux. Mais les chiffres baissent, 3,4 tonnes en 2023, puis 0,5 tonnes en 2024 et Walou en 2025. Les narco-logisticiens préfèrent en effet le drop-off en pleine mer à celui près des côtes. Un bateau-mer gavé de stupes en provenance d'Amérique latine largue désormais ses ballots étanches et géolocalisables en haute mer, dans le rail de la Manche, et non l'inverse, où un bateau-fille, chalutier ou plaisancier les récupère. Le 4 avril, un cargo parti du Brésil en direction d'Amsterdam jette sa came à l'eau près des îles anglo-normandes. La zone est ratissée par un chalutier normand qui récupère les colis stupéfiants, 615 kilos pour 37 millions d'euros, qui sont transbordés sur une vedette rapide. Patatras, il tombe aux mains de la police française qui vient d'intercepter son premier drop-off. Comme les Américains lui préfèrent les drogues de synthèse, les cartels latinos ont triplé leur exportation de coke vers l'Europe avec des reliquats de drop-off repêchés au large de l'Irlande, de Gibraltar, de la Sicile. La mafia calabraise avait même son propre navire pour récupérer ces drop-off et aussi former les narcos novices. Bienvenue à Sub de Stup.
Merci Mr. Nolte. Et revoici Mme Bonisseau et Monsieur Mauduit. Et l'heure de vos chroniques. Alors, cher Xavier, pour la toute première fois, elle sera exposée en Europe. L'ancêtre, enfin, soi-disant, Lucie, l'Australopithèque afarensis, hein, c'est ça. Donc, découverte en Éthiopie, exposée à Prague. Oui, en ce moment. C'est une histoire d'eau. Oui, c'est ça, une histoire d'eau de nos eaux, parce que c'est une histoire qui est sensationnelle, qui commence le 24 novembre 1974 sur le site d'Adar. Ça se trouve en Éthiopie, quand une équipe internationale met au jour un squelette à 40% complet, 52 fragments en tout. Une histoire bien connue, hein, une équipe qui est co-dirigée par Donald Johansson, Maurice Taïeb, Yves Coppens, bien sûr. Et tous ces gens-là écoutent la chanson des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Et donc l'individu découvert prend le nom de Lucie. Qui est petite et qui n'est pas jeune. Non, c'est ça, petite, 1m06, pas jeune parce que c'est 3,2 millions d'années. Bon, en réalité, elle a un peu moins de 20 ans quand elle meurt. Et à ce moment-là, au moment de sa découverte, 1974, elle est la plus ancienne représentante de ceux qu'on appelle les hominines. Les hominines, c'est le mot qu'on utilise aujourd'hui pour désigner ce groupe où il y a les homos, il y a les australopithèques, ce qui exclut les grands singes, les gorilles, les chimpanzés, les bonobos. Hominidés, c'est un peu plus large, hein, ça englobe ces grands singes. Mais voilà, en 1974, on découvre ces ossements. Qui est-elle? Et puis, il y a cette terrible question, qu'en est-il de la bipédie? Oui, en d'autres termes, marchait-elle sur ses deux jambes? C'est toute la question. Alors, quand on étudie le haut du corps, on se rend compte qu'elle est capable de se déplacer, de grimper aux arbres. Mais elle n'est pas seulement arboricole, parce que pour le bas du corps, pour les jambes, pour le bassin, il y a tous les éléments qui montrent la bipédie. Mais attention, ça ne suffit pas pour le prouver. Il faut d'autres éléments. Et au cœur de ces années 1970, ça va très très vite. Ce sont des centaines de fragments qui sont trouvés en Afrique de l'Est. Et en 1976, une découverte incroyable à Laetoli, en Tanzanie. C'est une paléontologue, Mary Dickey, qui découvre des traces de pas. Des traces de pas, un groupe d'individus qui s'est déplacé, qui a marché dans de la cendre volcanique, qui venait d'être détrempé par la pluie, qui a laissé ses traces. Et puis là, il y a eu sans doute un grand coup de chaud, ça a tout séché, tout figé, et très vite par-dessus, une autre couche de cendre volcanique. Et on les voit marcher. Et là, il n'y a pas de question à se poser, c'est que c'est en ligne droite, alors que les singes, eux, ils vont marcher plutôt les pieds écartés. Il n'y a pas de traces de main. C'est donc de la bipédie, et ça permet d'identifier ce groupe, hein, vous l'avez dit, Australopithecus afarensis, dont Lucie est la plus grande des représentantes. Donc, elle n'est pas notre ancêtre directement. Hein. On va dire que c'est plutôt une vieille tante, vous voyez, mais type de vieille tante très élégante, avec des fossiles, évidemment. En tout cas, l'histoire de la recherche de nos ancêtres est toujours en marche. Joli. Merci, Mauduit. Alors, chère Marie, il y a pénurie de ce truc. Oui. Ce petit machin à 9 dents, là. Hein, le laboubou, une tête de lapin, une espèce de chimère en peluche, enfin en polyester. Bon, bref, c'est monstrueux. Tout le monde se les arrache. Ben oui, et du coup, il y a plein de contrefaçons. Alors, voilà. Je vais vous apprendre à reconnaître un laboubou. Oui, c'est cette petite peluche chinoise. Vous comptez les dents. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Voilà. 9, c'est un des signes qui vous permet d'authentifier les vrais laboubous, ces petites peluches que beaucoup décrivent comme moches et attendrissantes. Voilà, c'est un doux mélange. À la base, c'est les héros d'un dessin animé pour enfants qui s'appelle Monsters, The Monsters, inventé par un Hongkongais qui s'appelle Ka-Sing Lung, et qui sont devenus un phénomène mondial de consommation frénétique, et le mot est faible, depuis qu'elles ont été déclinées en porte-clés. Sauf que vous ne portez pas vos clés, vous les mettez sur votre sac à main. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise les laboubous. Je vais donner qu'un seul chiffre promis, parce qu'on est là pour s'amuser. On n'en revient pas. 1,650 milliard d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre de cette année. Ça, c'est ce qu'a annoncé le fabricant Pop Mart. C'est le triple de ce qu'il faisait à la même période l'année d'avant. C'est fulgurant. L'entreprise est évidemment devenue la fierté du régime chinois. Elle a rendu les gens totalement en manque de laboubou avec des techniques marketing que vous connaissez déjà, mais qui ont été amplifiées par les réseaux sociaux. D'abord, les stars, ça on connaît. On a vu des laboubous sur les sacs de la chanteuse Rihanna, de la star de K-pop, Lisa, de Madonna même. Elle a eu 67 ans, Madonna, et regardez son gâteau d'anniversaire, elle a léché un laboubou. Voilà, ensuite, OTB, oui, il n'y a pas d'âge. Ensuite, haute technique, la pochette surprise, ça aussi c'est déjà connu. Quand vous achetez un laboubou, il arrive dans une boîte. Vous ne savez pas lequel est dedans. Est-ce que ça va être un orange, un bleu? Voilà, shoot de dopamine. Ça rend accro exactement comme un jeu au casino. C'est vraiment la même technique. Ensuite, la rareté. Vous avez des laboubous qui sont plus collector que d'autres. Donc, il y en a qui se revendent à prix d'or sur le marché de la seconde main.
on a vu des laboubous en vitrine à côté de sacs Chanel vintage. Donc c'est pour vous dire la valeur que c'est en train de prendre. Et puis, dernière technique, évidemment, la pénurie. Donc le fabricant Pop Mart jure qu'ils ont fait robotiser leurs usines pour avoir plus de production, mais c'est objectivement très difficile d'en trouver. En France, il faut s'inscrire maintenant par tirage au sort, sur une liste d'attente via leur site. Bref, la conséquence de tout ça, on pouvait s'y attendre, c'est les lafoufous, les faux laboubous, voilà, qui se multiplient. C'est comme ça, c'est les internautes qui ont appelé ça des lafoufous. Peut-être que vous en avez croisé plein cet été dans les fêtes foraines, c'est tous des lafoufous. Alors, ça pullule, les douanes, les douanes chinoises les traquent avec férocité. Mais, ironie du sort, maintenant, il y a des consommatrices et des consommateurs qui raffolent des faux laboubous. Donc, sur TikTok, il y a des concours à qui aura le plus mal imité la plus mauvaise contrefaçon de laboubou. Voilà, donc ça devient une nouvelle façon de collectionner. Alors, bon, ils sont mal imités, c'est très marrant, mais faites attention quand même, parce qu'ils sont aussi souvent mal fabriqués. Si vous les donnez à vos enfants, ils risquent de se découdre. Les coutures d'avaler le polyester. Il y a des yeux qui tombent, voilà, on peut les avaler, tout ça. Il y a les autorités britanniques, d'ailleurs, qui ont même averti d'un risque d'étouffement. Méchants, les lafoufous. Gentils, les laboubous. Ah bon? C'est à peu près ce qu'il faut. Vous êtes sûr? Bon, en tout cas, nous remercions chaleureusement une certaine Rosalie B, 10 ans, qui a concédé pour quelques minutes son laboubou. Il est gardé par 2 gardes du corps à la sortie de ce plateau et elle est censée le récupérer. Vous ne pourrez pas le garder. Je suis désolée pour vous, Marie. Vous aviez l'air un peu accro à votre laboubou. Bon, merci à tout le monde. Nous nous retrouvons demain soir sur Rareté Chérie à 20h05, évidemment, sans laboubou, mais avec la boubou, la belle équipe.